Bonjour à tous, bienvenue pour ce rendez-vous annuel de présentation des résultats d'activité de BPI France. Par résultats d'activité, vous vous souvenez que on vous présente les grands chiffres du chiffre d'affaires fondamentalement de BPI France. On vous présentera toute la descente de bilan quand les comptes seront définitivement consolidés, c'est-à-dire un peu plus tard. Alors cette année 2020, c'est une année mémorable évidemment pour BPI France et pour toutes les équipes. Je salue les membres du comité exécutif qui sont là. Année mémorable qu'on ne va pas raconter, elle est bien dans l'esprit de tout le monde, mais enfin tout de même un printemps très particulier à partir du 15 mars jusqu'à l'été, avec la multiplication des plans d'urgence, puis le plan PGE, puis le plan tourisme, le plan auto, le plan aéro, le plan commerce, le plan relocalisation, le plan French Touch également qui nous a accompagnés, le plan Deep Tech dans le domaine de l'innovation, le plan Covid naturellement. Bref, tout ça, vous pouvez imaginer que ça a été un défi d'exécution tout à fait considérable pour l'ensemble des équipes de BPI France que je salue. Alors, on va vous passer en revue l'ensemble des métiers de BPI France, qui n'ont pas changé. Donc, la matrice principale de présentation des résultats de l'activité, c'est celle de l'année dernière. Et je vous propose de commencer, comme d'habitude, par le métier de la garantie. Donc, sur la garantie, vous avez la garantie classique, où BPI France garantit les crédits les plus risqués des banques françaises, aux TPE essentiellement, sur son propre bilan. Donc ce métier-là, il est en décroissance en 2020, pour une raison très simple, qui est que le PGE, en fait, a remplacé l'essentiel de la volumétrie. Cela dit, comme vous pouvez voir dans les chiffres, nous passons de 8,5 milliards d'euros de crédits garantis à 6,2. Et nous sommes quand même toujours à peu près 40 000 entreprises garanties par BPI France. Donc moins 27% sur les montants, pas très grave, puisque les entreprises en question ont pour l'essentiel été servies par le PGE, qui est donc la deuxième ligne de ce tableau, qui est très important. Les chiffres, on les a très souvent commentés, donc vous n'allez pas être surpris. Nous sommes à 111 milliards d'euros de PGE au 31 décembre pour 634 720 entreprises. Sachant que par ailleurs, nous avons lancé, comme vous le savez, à l'automne, un PGE dit saison. Le PGE saison, c'est un PGE qui est égal non pas à 25% du chiffre d'affaires maximum de l'année 2019, mais 25% du chiffre d'affaires des 3 meilleurs mois, donc de la saison touristique de l'année 2019. Nous en avons... Quand je dis nous, c'est la place bancaire française, bien entendu, placée pour 664 millions d'euros à 4500 entreprises environ. Quel est le rôle de BPI France dans cette affaire de PGE ? C'est très simple, c'est nous qui gérons les, à date, 31 décembre, 640 000, aujourd'hui on est plus proche de 660 000 lignes de garantie. Voilà. Donc BPI France est l'orchestrateur de la garantie de l'État. Les banques vont chercher la garantie de l'État et c'est par l'intermédiaire de BPI France qu'elles l'obtiennent. Et donc dans la durée des 6 ans du PGE, nous allons gérer tous les événements de crédit et donc de garantie des 660 000 entreprises qui ont bénéficié de ce dispositif. Bon, le PGE continue de monter en puissance. On n'est pas sur des rythmes hebdomadaires considérables, pour être franc. Il y a des semaines à 70 millions d'euros, il y a des semaines à 200 millions d'euros, mais nous n'avons plus réellement de semaines à 1 milliard d'euros d'augmentation du PGE, comme nous l'avions avant la fin de l'année. Vous avez entendu Alain Griset ce matin dire que le ministère des Finances essayait en ce moment de négocier avec Bruxelles la possibilité pour le PGE d'être prolongé de 6 ans à 8 ans. Donc le PGE va continuer de bouger dans sa structure et dans sa promesse de valeur pour les clients. Vous avez également entendu que le PGE était d'abord avec un différé d'1 an, il est maintenant potentiellement d'un différé de 2 ans à négocier avec la banque. Et vous avez également entendu que le taux moyen du PGE à 6 ans, tel que proposé par les banques françaises, nos partenaires, allait être compris entre 2 et 2,5%. Donc il y a maintenant dans le système de financement des entreprises françaises un prêt sans garantie de grande qualité qui s'appelle le PGE, qui va accompagner la vie de toutes ces entreprises pendant des années. La question qui se pose, c'est de savoir quel va être le pourcentage d'entreprises qui vont décider de rendre leur PGE au mois de mai 2021, c'est-à-dire 1 an après l'avoir pris en mai 2020. C'est une question qui est aujourd'hui
hypothétique, on peut avoir des intuitions. Quand on interroge un peu nos clients, on s'aperçoit quand même que semaine après semaine, le pourcentage de ceux qui se disent après tout c'est quand même un très très bon produit, je vais sans doute le garder, augmente. Hein. On est pas loin de 40% aujourd'hui. On verra. Hein. BPI France, donc dans ce métier de garantie, je répète, hein, ce sont nos équipes qui gèrent la garantie de l'État et qui gère tous les événements de garantie et de crédit des 660 000 entreprises bénéficiaires. Alors ensuite, vous avez notre activité de crédit en direct. Donc c'est l'activité dite de financement. Et dans le financement, vous avez le financement classique et puis vous avez le financement d'innovation. Alors on peut dérouler le tableau tel qu'il vous est présenté en commençant par le financement généraliste direct, donc par nos chargés de clientèle bancaire dans les 55 agences de BPI France sur l'ensemble des territoires, y compris ultramarins. Et vous voyez que dans notre activité de crédit à moyen et long terme, nous sommes au-delà de 10 milliards d'euros en 2020. Voilà. Donc le record absolu de l'activité de BPI France, évidemment, a été battu en 2020. Je pense qu'il y a quelques années, personne n'aurait jamais imaginé que BPI France puisse faire en crédit à l'investissement, on laisse de côté le court terme à ce stade, plus de 10 milliards d'euros. Et puis surtout, vous voyez que nous sommes passés de 6 459 entreprises à 19 830 entreprises, hein, c'est-à-dire une augmentation très très considérable, multiplication par 3, quasiment à ISO effectif. Donc c'est une manière pour moi de rendre hommage aux équipes hein, et qui ont fait un travail exceptionnel. Alors la forte croissance de 8 à 10 milliards d'euros de cette activité de crédit, elle est entièrement concentré sur notre activité de prêts sans garantie. Hein. Vous voyez qu'il y a deux lignes, les prêts avec garantie, donc ça c'est le crédit bail, pour résumer. Hein. Les crédits à long et moyen terme, c'est tout ce qui est assis sur des prises d'hypothèque. Bon, on aurait pu d'ailleurs imaginer que dans une année bizarre comme l'année 2020, l'investissement lourd, à long et moyen terme, avec encore une fois des actifs pris en garantie, chuterait beaucoup plus. Bon, il est passé de 5,7 à 4,6 milliards d'euros. Et il y a quand même 2049 entreprises qui ont été prendre ces crédits-là. Donc l'investissement est resté tout de même assez soutenu, et notamment dans la transition énergétique, puisque, comme vous le savez, on est un très gros financeur des développeurs de la transition énergétique. Et sur les 4,6 milliards d'euros de 2020, on est à 1,3 milliard d'euros de transition énergétique. Voilà. Donc les méga-tendances, en fait, ne se sont pas du tout interrompues en 2020. En revanche, la rupture, elle est sur les prêts sans garantie qui passent de 2,3 à 5,7 milliards d'euros. Ce qui est pour nous considérable, évidemment. Hein. Alors, et pour 17 990, disons 18 000 entreprises. Ça, c'est quoi? C'est le prêt à tout. Souvenez-vous, hein, le président de la République parle le lundi 16 mars au soir, et nous, le lundi 16 mars au matin, nous avons lancé le prêt à tout, que nous avons d'ailleurs baptisé prêt à tout, whatever it takes. C'était ça l'idée. Hein. Et c'était un prêt entre 30 000 et 30 millions d'euros. Donc on a mis le paquet, sans garantie. Garantie à 90% par l'État, et évidemment dans la sidération complète des entrepreneurs français de cette semaine, hein, du 16 mars, vous pouvez imaginer le nombre d'appels que nous avons reçus. Le PGE n'existait pas à l'époque, hein, d'entrepreneurs qui sont venus chercher en fait leur gourde pour aller traverser le désert. Et donc le prêt à tout a représenté 2,4 milliards d'euros en 2020, quelque chose qui n'existait pas en 2019 et qui explique l'essentiel de la très très forte croissance. Ensuite, vous avez le prêt rebond, qui n'existait non plus pas en 2019. Le prêt rebond, et je salue l'action incroyable des conseils régionaux, hein, il est financé par les régions. Hein, le prêt à tout est financé par l'État. Donc le fonds de garantie de BPI France est doté par l'État, et les fonds de garantie des prêts rebonds sont dotés par les conseils régionaux. Les prêts rebonds, ce sont des petits prêts qui sont entre 15 000 euros et au maximum 200 000 euros. Ils ont une particularité, ils sont donc très attractifs, ils sont à taux zéro. Ils sont à taux zéro, ils sont sans garantie, ils sont sur une durée longue, à 7 ans, et comme les prêts sans garantie de BPI France, ils ont un différé de remboursement. Donc évidemment, ils ont été très très populaires en 2020 pour 800 millions d'euros et 13 090 entreprises.
la particularité du prêt rebond en 2020, c'est qu'une partie de ces prêts a été commercialisée de manière 100% digitale, sur un pur canal digital où vous cochez des cases et à la fin vous avez ou vous n'avez pas l'octroi de votre crédit. Mais à aucun moment vous n'avez une voix humaine au téléphone, vous n'échangez dans un dialogue bancaire, on est dans la fintech pure. Hein. Et sur les 800 millions d'euros, il y a eu à peu près 300 millions d'euros de prêts rebonds 100% digitaux. Alors là, je fais une toute petite pause pour vous dire que, au fond, si on dézoome, BPI France est donc devenue, en 2020, la première fintech française de crédit direct au TPE, hein, digital, avec ces fameux 300 millions d'euros. En 2021, nous développons cette activité-là, puisque en 2020, toutes les régions n'ont pas recouru au canal digital. Seules deux l'ont fait, la région Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. En 2021, toutes les régions passent en commercialisation 100% digitale, fintech pure et native de leurs prêts rebonds à taux zéro. Donc c'est une vraie révolution dans le marché bancaire français, incontestablement, le prêt sans garantie pour les TPE. Et c'est une vraie révolution, évidemment, pour BPI France, qui, depuis longtemps, affirme son projet stratégique d'être une sorte de fintech globale, doté d'un réseau physique. Alors ensuite, nous avons annoncé, je crois que c'était au début du mois de juin, le plan tourisme. Vous souvenez-vous, à Matignon, avec la Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires. Et à cette occasion, nous avons lancé un prêt nouveau qui s'appelle le prêt tourisme, qui est un prêt très, très intéressant puisqu'il est à 10 ans, avec 3 ans de différé de remboursement. Il n'est pas très cher, il est à 2,4% de taux. Et nous avons eu, de la part de la Caisse des dépôts et consignations, une dotation nous permettant d'en faire 1 milliard. Bien, à la fin de l'année, nous en avons décaissé 274 millions. C'est ce que vous voyez dans le tableau. Bon, le décaissement masque le fait que nous en avons accordé beaucoup plus qui sont décaissés au début de l'année 2021. Retenez que sur le 1 milliard de prêts tourisme annoncé au moment du plan tourisme, qui avait fait un peu de bruit, parce que tout de même une enveloppe d'1 milliard d'euros de crédit sans garantie juste pour ce secteur, c'était une information, eh bien la moitié a été accordée. Hein, donc c'est un prêt qui marche très bien, hyper avantageux et très populaire. Et puis, une dernière ligne importante, c'est le PGE BPI France. Puisqu'il n'y avait pas de raison que BPI France, même si nous avions fait le prêt à tout, ne fasse pas son PGE. Et notamment dans le cadre des poules bancaires, auprès des clients qui sont des clients partagés entre nous et nos partenaires bancaires. Puisque la règle du PGE, c'est que quand un client a plusieurs banques, les banques se partagent le PGE au prorata de leur emprise dans le bilan du client de l'année 2019. C'est ce que nous avons fait. Et ça représente 800 millions d'euros pour 920 entreprises. Voilà ce qui vous donne le total de 10,3 milliards d'euros de crédit à moyen et long terme de l'année 2020. Et pour visualiser, ayez en tête que ces 10 milliards d'euros, ils sont tous à 6, 7, 8 ou 10 ans. Hein. Donc ils sont dans l'encours de BPI France pour longtemps maintenant. Et les entreprises, les 19 000, donc les 20 000 entreprises qui en ont bénéficié, sont équipées pour 8 à 10 ans. Et c'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est tout à fait transformant. Ensuite, on passe au crédit court terme, comme d'habitude. Donc ça, c'est fondamentalement de la mobilisation de factures. Pas beaucoup de factures, évidemment, pendant la crise du Covid. Donc, pas facile de mobiliser l'absence. Alors, ça vous donne la raison fondamentale pour laquelle nous sommes en baisse de 23%. On passe de 9,3 à 7,1 milliards. Enfin, on a quand même de 6800 entreprises qui sont venues dans les interstices de l'année, un peu bizarre, donc avant mars, et puis après juin, et puis bref, mobiliser leurs factures. Sachant que par ailleurs, vous voyez dans la dernière ligne du tableau que le CICE continue de descendre avant extinction définitive. Donc il y a eu encore en 2020 213 entreprises qui sont venues mobiliser leur CICE, essentiellement des ETI. Voilà pour le financement généraliste. Ensuite, on a le financement de l'innovation. Donc le financement de l'innovation, année est complètement exceptionnelle, 138% de croissance. Je laisse de côté à ce stade, dans ce tableau, l'investissement en fonds propres. Hein. On ne parle ici que de crédit, d'avances remboursables et de subventions. Hein.
Et nous sommes à 3 milliards d'euros en 2020 pour 6 256 entreprises. L'année dernière, on était à 1,3 pour 5 929 entreprises. Donc le nombre d'entreprises n'a pas explosé, c'est grosso modo le potentiel des entreprises innovantes françaises. Simplement, les montants ont, eux, explosé. Alors pourquoi ? Parce que d'une part, nous avons fait beaucoup plus de prêts. Pour résumer, les prêts à l'innovation de BPI France, ce sont des prêts sans garantie, qui sont à 7 ans avec 2 ans de différé. Simplement, ils sont fléchés sur les entreprises innovantes et ils ont une particularité, c'est que c'est la Commission européenne qui dote les fonds de garantie pour le faire. Voilà. Donc ça, je profite de l'occasion pour saluer le soutien de Bruxelles et de l'Union européenne au financement de l'innovation français au travers de ces prêts. Ça représente à peu près 400 millions par an. On les a faits. Mais on a fait beaucoup plus que ça, puisqu'on a créé un prêt spécial Covid Innovation qui s'est appelé le prêt de soutien à l'innovation, le PSI, qui est en fait un PGE Inno, donc à 6 ans, avec 1 an de différé de remboursement, et garanti à 90% par l'État, et nous en avons fait 560 millions d'euros. Voilà. Donc c'est ça qui vous donne le total de 930 millions d'euros de prêts sans garantie accordés aux start-up françaises en 2020 pour entre 6 PGE et 7 ans les prêts amorçage et les prêts à l'innovation classique de BPI France. Donc vous avez, comme il vous est indiqué ici, 2200 entreprises qui sont bien équipées pour les 6 ans qui viennent, 6-7 ans qui viennent, avec une ressource bancaire, mais sans garantie, avec de bons différés, qui leur permet de voir venir, et de préparer le futur de manière parfaitement saine. Alors ensuite, on est opérateur du plan batterie, donc c'est nous qui avons reçu l'enveloppe et distribué l'enveloppe de 700 millions d'euros qui va financer la société ACC, qui est la société commune entre Total Saft et puis le groupe Stellantis, désormais. Et puis ensuite, nous sommes l'opérateur de distribution et d'instruction, on n'est plus dans les prêts là, des subventions du programme d'investissement d'avenir et des subventions du plan Covid. Voilà, alors on en a décaissé pour 420 millions d'euros en 2020 pour 512 entreprises. Donc ça, c'est les appels à projets dont vous avez entendu parler à plusieurs reprises. Il y a eu l'appel à projet auto, il y a eu l'appel à projet aéro, un appel à projet territoire d'industrie, un appel à projet dit résilience, relocalisation. Et là, on est dans les enveloppes du plan de relance. Donc, il y a toutes sortes d'enveloppes qui ont été publiées à de nombreuses reprises. Vous avez une enveloppe, vous faites un appel à projet, les projets arrivent, on les instruit, on les trie, il y a un entonnoir, tout un processus de décision. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus profond qu'un simple prêt. Autant un prêt, en 15 jours... 3 semaines, on peut l'avoir instruit et le décaisser. Ça, c'est la beauté de la fluidité du modèle BPI France. Autant une subvention, là on est vraiment dans le cash-out de l'État direct, il faut un peu plus de temps. Voilà. Donc on a décaissé 420 millions d'euros et on est en route pour un décaissement total sur l'ensemble de ces appels à projets de l'ordre de 1 milliard d'euros pour pas loin de 1000 entreprises. Donc le plan de relance, si j'ai un message à vous livrer, c'est que c'est du réel. Et les entreprises ont déjà bénéficié 31 décembre de ce cash-là, et on a continué de décaisser en janvier, on continue de décaisser en février. Et donc c'est une réalité. Et ces subventions, au fond, ce sont des fonds propres, qui viennent renforcer le capital de facto des entreprises. Total, 20,5 milliards d'euros. Voilà, donc une croissance par rapport aux 18,7 milliards d'euros l'année dernière, 20 milliards d'euros dans l'année. Alors voilà pour le financement. On passe ensuite à nos activités de fonds propres. Donc je vous rappelle que les activités de fonds propres de BPI France, elles sont incarnées par notre principale filiale qui s'appelle BPI France Investissement, qui est détenue à 100% par BPI France et qui a maintenant... pas loin de 600 collaborateurs. Donc c'est devenu une très grosse maison d'equity européenne. Et donc vous ne serez pas surpris par les chiffres que je vais vous présenter, qui sont importants. On commence par l'activité fonds de fonds. BPI France est l'un des plus gros fonds de fonds européens maintenant. Donc on a
distribuer, décaisser cette année, comme il vous est indiqué ici, 1,226 milliard d'euros au profit de 59 fonds. Hein. Bon, il y a une petite précision à apporter qui est que il y a le fonds aéronautique qui fait partie du plan aéro qui a été annoncé à l'automne par Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, qui représente à lui seul 200 millions d'euros. Hein, voilà. Donc l'année dernière, nous étions à 1 milliard d'euros de fonds. Cette année, on est à un peu plus de 1,2 milliard d'euros. On en aura un commentaire tout à l'heure. Donc une très forte croissance. Il faut retenir tout simplement qu'en 2020, quand la crise est intervenue le 16 mars, vous pouvez imaginer qu'un certain nombre de grands investisseurs institutionnels et de fonds de pension étrangers se sont retirés. Le coquillage s'est refermé et des fonds qui devaient lever et commencer à déployer leur capital étaient plantés. Dans ces cas-là, nous sommes intervenus pour remplacer les investisseurs institutionnels étrangers. Donc, dans un certain nombre de cas, nous sommes montés jusqu'à 30% d'emprise sur les levées de fonds en question. C'est notre rôle contracyclique. Nous avions dit que nous le ferions et nous l'avons fait. Hein. Ceci vous explique une partie de l'augmentation de nos engagements cette année. Alors, on a continué, ce faisant, hein, à financer ce qu'on appelle des premières équipes, hein, des first-time teams, c'est-à-dire que nous avons fait comme si l'année 2020 était une année normale. Il n'y avait absolument aucune raison d'empêcher de nouvelles initiatives innovantes de voir le jour. Nous sommes assez contents d'avoir financé un certain nombre de premières équipes. Vous aurez vu dans les chiffres de levée de fonds des startups françaises qu'à nouveau, en fin d'année, nous sommes à 5,4-5,5 milliards d'euros, avec une croissance par rapport à l'année dernière, et donc mission accomplie. Il n'y a pas eu de décroissance des levées de fonds des startups françaises. Les startups françaises, en 2020, non seulement ont reçu des levées de fonds considérables, mais en plus ont reçu des crédits et des subventions considérables. Donc, on va se dire les choses clairement. En 2021, l'écosystème de la tech français, et par parenthèse, dans la tech, il y a la biotech et la medtech, démarre avec beaucoup de capitaux. Hein. Les fonds, Benjamin, tu le diras tout à l'heure, hein, quel est le montant de la poudre sèche dans le venture français. Hein. Mais on est sur des montants qui sont tout à fait considérables. Hein. Donc le sujet, c'est les projets, c'est pas l'argent. Investissement en capital innovation, ensuite, c'est la deuxième ligne. Là, ce sont nos investissements directs. Donc, ce sont les équipes qui sont ici, essentiellement, boulevard Haussmann à Paris. Nous avons investi 463 millions d'euros en 2020 et une croissance de 48% par rapport à l'année dernière, dans 143 entreprises. Alors, il y a beaucoup de réinvestissements. On a maintenant un gros portefeuille, hein, mais il y a également beaucoup de nouveaux noms. Donc une très grosse année, pas loin de 500 millions d'euros d'investissement. Et une particularité de l'année, c'est que là aussi, nous avons créé un produit Covid pour toutes les startups qui, encore une fois, le 16 mars, s'apprêtaient dans les 15 jours, 3 semaines qui suivaient, à clôturer leur tour de financement et qui voyaient des investisseurs institutionnels, fonds, se retirer brutalement, par peur en réalité. Hein. Nous avons créé ce produit de bridge, French Tech Bridge, qui leur permettait, avec en fait des obligations convertibles, d'attendre tranquillement l'automne pour pouvoir terminer leur levée de fonds. Voilà. Donc le French Tech Bridge a très bien marché, 71 millions pour 27 entreprises. C'était grosso modo les 27 levées de la semaine du 16 mars. Hein. Il y a des levées tout le temps. Les levées de la génération 16 mars et 23 mars, ces 15 jours-là à peu près, hein, ont été sauvés par le French Tech Bridge, qui est un produit que nous avons inventé sur le siège, lancé immédiatement et commercialisé par le biais des agences de BPI France et qui a très bien marché. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fonds de capital risque français qui ont investi 463 millions d'euros dans l'année 2020. Hein. C'est probablement le plus gros déploiement de capitaux d'un fonds direct de venture en France en 2020. C'était notre rôle contracyclique. On a fait la même chose dans les PME, mais quoique dans des proportions un peu plus faibles. Hein. Dans les PME, nos équipes d'investissement direct qui sont en région ont investi 145 millions d'euros dans 70 entreprises, contre 156 l'année dernière dans 89 entreprises. Alors vous pourriez dire, mais comment ça se fait que vous avez réussi à déployer du capital dans les startups, mais vous avez déployé moins de capital dans les PME? Bon, la raison, c'est fondamentalement le PGE.
c'est qu'un patron d'entreprise de PME familiale retenait que quand on investit dans les PME, dans 65% des cas, l'entrepreneur n'avait jamais ouvert. Donc il ouvre parce que depuis 2 ans, on travaille, parfois 3 ans, etc. Mais l'entrepreneur de PME, à la différence de l'entrepreneur de start-up, il n'aime pas ouvrir. L'entrepreneur de start-up n'a pas le choix. De toute façon, son EBITDA est négatif et donc il se finance par les fonds propres. L'entrepreneur de PME, il n'aime pas trop ça. Et donc, quand on lui offre la possibilité de retarder son ouverture de capital en lui mettant des gros PGE, il retarde son augmentation de capital ou son ouverture de capital. Donc c'est ça qui s'est passé. Plus vous faites du crédit sans garantie avantageux, moins vous faites des fonds propres. Cela dit, les équipes se sont quand même très très bien débrouillées puisqu'elles ont déployé 145 millions d'euros dans tout de même 70 entreprises. Ensuite, vous avez les investissements qu'on appelle mid et large cap. C'est le langage de la profession. Donc mid, c'est les entreprises de taille intermédiaire et large, c'est les grosses entreprises de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons une très grosse année qui est à 1,8 milliard d'euros de déploiement de capital. Alors pourquoi est-ce qu'elle est en croissance aussi forte? C'est en particulier parce que nous avons commencé à déployer le fonds LAC d'argent, qui s'appelle maintenant le fonds LAC 1. Vous avez vu que nous avons pris une participation de 7% au capital d'Arkema. Et puis, nous sommes en train de construire une position importante dans un autre grand groupe coté français. Et quand nous aurons franchi les seuils, nous donnerons l'identité de ce grand groupe. Mais la construction de position a largement commencé en 2020, de sorte que vous voyez que LAC d'argent, sur les 4,2 milliards d'euros de taille du fonds que nous avons annoncé au moment du closing, c'est-à-dire en avril dernier, a déjà, fin 2020, déployé 800 millions d'euros. Le reste, c'est un ensemble de gros investissements que nous avons faits. Évidemment, le temps passe extrêmement vite, donc on a déjà oublié qu'on avait mis 450 millions d'euros dans un Ingenico Worldline, par exemple, qui est un de nos investissements les plus importants de l'année 2020 et absolument structurant pour la place financière de Paris. Il y en a quantité d'autres, des investissements que nous avons réalisés dans cette perspective-là. Alors, difficile de faire des sessions en 2020. Pourquoi? Parce que au printemps, la crise nous tombe dessus, les marchés boursiers s'effondrent, et donc plus personne ne veut vendre, évidemment. Que ce soit d'ailleurs en entreprise cotée ou en non cotée. Et puis progressivement, la confiance revient, et certains se disent, après tout, les valeurs ont moins baissé qu'on ne pensait. Et les sessions redeviennent possibles. Il n'en reste pas moins qu'au total, nous avons moins vendu que l'année dernière. Donc vous voyez ici qu'en capital innovation, nous n'avons vendu que 28 millions d'euros dans 15 sociétés. Le portefeuille a moins tourné, tout simplement, mais l'ensemble du portefeuille venture français a moins tourné. Dans les PME, nous avons vendu pour 98 millions d'euros 78 entreprises contre 97 entreprises l'année dernière. Donc c'est moins, c'est pas gravement moins, mais c'est moins. C'est quand même une performance de vendre nos participations dans 70 PME pour 98 millions d'euros avec un multiple moyen qui était de 1,7 fois dans une année compliquée comme 2020. Et puis dans mid et large cap, nous avons vendu pour 939 millions d'euros tout de même, donc c'est des très gros tickets. On a vendu notre participation dans Vivendi, on a vendu notre participation dans NGE, on a restructuré notre participation dans Limagrin, et puis on a vendu également des participations dans des entreprises de taille intermédiaire. Au total, 26 opérations. Voilà, donc pour résumer, vous l'avez en haut, 3,5 milliards d'euros d'investissement. Très grosse année. Je vous rappelle que BPI France a en actifs sous gestion, à la fin de l'année 2020, 45 milliards d'euros. Les deux chiffres qui permettent de qualifier la taille de BPI France, c'est en fonds propres, nous gérons 45 milliards d'euros, et en crédit, notre encours global est de 45 milliards d'euros aussi, donc c'est facile à retenir. Ensuite, nous avons l'international, où nos produits sont des produits de crédit et des produits d'assurance. Donc nous sommes un peu le banque assureur de l'international. Banque assureur des grandes entreprises, mais également très fortement banquier des PME, que nous assurons par ailleurs.
Alors, en assurance crédit, nous avons, donc c'est ce qui s'appelait la COFAS avant, hein, vous vous souvenez, ça s'appelle maintenant BPI France Assurance Export. Nous avons assuré 122 entreprises pour à peu près 13 milliards d'euros, contre 12 milliards d'euros l'année dernière. Donc c'est une année qui est une année raisonnablement active. Il y a eu des années à 20 milliards, il y a eu des années à 18 milliards. Il n'y a pas de très très grands contrats cette année. Hein. Il y a une prise de commande d'une centaine d'avions Airbus quand même. Bon. Et il y a un très gros contrat sur des éoliennes au large du Yorkshire en Grande-Bretagne, un projet qui s'appelle Dogger Bank qui est gigantesque. Et puis sinon, il y a beaucoup de petits projets du type l'hôpital de Cotonou, les adductions d'eau à Luanda. Bon, voilà. Ça, c'est notre vie quotidienne dans le monde de l'assurance crédit. 10%, 9% de croissance par rapport à l'année dernière. L'assurance prospection, c'est en fait une sorte d'avance remboursable qui est faite aux exportateurs français pour qu'ils puissent se projeter à l'international. Bon, c'était pas une année extraordinaire pour pouvoir voyager, on peut le comprendre, et donc nous n'avons déployé que 239 millions d'euros d'assurance prospection à 1224 entreprises, donc moins 26%. Ensuite, vous avez des garanties de caution et des préfinancements qui ont très très bien marché, en revanche, hein, plus 50%. L'assurance change, elle est grosso modo stable. Et puis, vous avez notre activité où nous sommes nous-mêmes prêteurs directs en crédit export aux acheteurs étrangers des biens d'équipement français pour 217 millions d'euros, une croissance de 26%. Voilà, donc là, beaucoup de très jolies opérations, beaucoup en Afrique, 80% d'Afrique, et qui font que quand on ajoute la performance commerciale de cette année, celle de l'année dernière, celle des années passées, puisque c'est une activité assez récente chez nous, hein, qui a été lancée il y a 5 ans, nous sommes maintenant à un encours global de 1 milliard d'euros, essentiellement africain, avec beaucoup de transition énergétique. Hein. Vous avez les éclairages solaires au Sénégal, par exemple. Hein. Quantité de projets de cette nature-là. Voilà. Vous avez ensuite des actions d'accompagnement à l'international. Donc ça, c'est notre activité très classique où on emmène des entrepreneurs à l'international. Bon, on n'a pas pu beaucoup voyager cette année, hein, donc il y a eu 9 missions contre 15 l'année dernière. Et puis il y a une ligne qui n'est pas présente dans ce tableau-là, parce que nous l'avons compté dans le crédit à l'investissement. C'est quelque chose qui s'appelle le prêt de croissance à l'international, qui est un prêt sans garantie que nous faisons aux exportateurs français. Et on en a fait pour à peu près 500 millions. Donc l'international est vraiment complètement central dans la promesse de valeur de BPI France, et il est incarné dans l'ensemble des agences régionales. Hein. Voilà. Alors ensuite, l'accompagnement, c'est un très grand métier, comme vous le savez pour nous, qui nous paraît maintenant évident, dans lequel vous avez des prestations de conseil, des prestations de formation, vous avez beaucoup de prestations de mise en relation, et puis vous avez nos écoles qu'on appelle les accélérateurs. Accélérateurs qui sont le navire amiral de notre activité d'accompagnement. Donc on commence par les entreprises accélérées, on est en baisse par rapport à l'année dernière, puisque évidemment pendant toutes ces périodes de confinement c'était difficile d'ouvrir nos écoles, hein, et de faire rentrer nos patrons de PME étudiants revenant sur les bancs universitaires. Donc 430 tout de même sont rentrés dans nos écoles cette année, et à partir du mois de septembre, l'enthousiasme, parce qu'il y a vraiment un enthousiasme de la part des patrons de PME pour ce produit-là, est revenu. Et donc nous ferons rentrer dans les accélérateurs de BPI France en 2021 à peu près le même chiffre qu'en 2019, c'est-à-dire 700 à 750 entreprises. Hein. Donc on reste sur une activité à très 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 haut niveau de remplissage. Nous avons 55 écoles qui sont des écoles thématiques ou généralistes. Donc on ouvre cette semaine un accélérateur pour la mode et le luxe. On ouvre cette semaine un accélérateur pour les entreprises qui veulent se projeter en Afrique. Il y a un accélérateur textile, il y a un accélérateur chimie, voilà. On fera des commentaires tout à l'heure sur le sujet. Le total des entreprises accélérées continue de monter, évidemment. On est à 1785. Et notre objectif que nous avons lancé, qui était un vrai défi, c'était il y a une trentaine de mois, c'était d'avoir fait passer dans nos accélérateurs 4000 entreprises. Ça nous prendra quelques années. Mais les entreprises qui sont passées dans nos accélérateurs sont changées pour toujours. Et il est maintenant absolument établi que leur performance est multipliée, littéralement, par l'expérience qu'ils ont vécue avec nos consultants. Ensuite, nous avons fait beaucoup de missions de conseil ponctuelles.
nous en avons fait 1400, hein, donc plus 26%. Donc ça, ce sont nos consultants, notre pool de consultants, qui a joué un rôle fondamental d'ailleurs pour les entreprises en question, hein, les 1400 entreprises, de coach professionnel et psychologique, hein, dans le moment difficile dans lequel nous étions. Quantité d'appels ont été faits, des appels très longs, 2 heures, 3 heures avec l'entrepreneur pour préparer le rebond, préparer la sortie de crise. C'était très apprécié. C'est un business, hein, c'est payant, ça, je précise. On n'est pas simplement dans le care. Il y a eu des missions de conseil en innovation, à peu près comme l'année dernière, donc 750, des actions d'accompagnement à l'international, et puis beaucoup d'e-learning avec une explosion du digital. C'était l'année du digital, évidemment, hein, 74% de croissance sur cette activité, beaucoup d'autodiagnostics digitaux, etc. Vous continuerez de nous voir nous développer dans ce domaine de l'accompagnement. Et puis alors ensuite, on a, j'en termine là, je sais que je suis long, mais enfin, c'est tous les métiers de BPI France qui défilent sous vos yeux. C'est le métier de la création, puisque depuis 2 ans maintenant, hein, à peu près, nous avons repris la responsabilité de pousser les feux dans le domaine de la création d'entreprises en France, partout, et en particulier dans les quartiers de la politique de la ville. Voilà, et donc vous avez ici quelques chiffres qui vous donnent une indication de ce que nous faisons. Nous soutenons en 2020 320 associations, puisque tout ceci passe par des réseaux associatifs, hein, qui sont des réseaux de soutien locaux, très capillaires. Bon, il y a 320 donc associations dans lesquelles vous allez trouver du financement de BPI France, avec un effet multiplicateur qui fait qu'elles ont financé en 2020 140 000 quand même, hein, créateurs d'entreprises. Alors on fait ça par le biais d'apports à ces associations qu'on appelle les apports associatifs. Et puis la nouveauté de 2020 par rapport aux années passées, c'est que nous avons créé un nouveau produit qui va maintenant se déployer très largement, qui est un prêt d'honneur direct de BPI France, hein. Et notre objectif en 2020, c'est d'exploser littéralement dans cette activité de prêt d'honneur direct. Ce sont des prêts à taux zéro pour les créateurs d'entreprise. Nous voulons en 2021 en faire 50 000. Donc vous voyez qu'on est à la veille d'un changement de dimension. Entrepreneuriat pour tous, c'est l'idée que BPI France, c'est BPI toute la France, donc c'est l'entrepreneuriat dans les quartiers de la politique de la ville. Et alors qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, grosse présence terrain et digitale, avec 200 événements. On a renforcé notre réseau d'ambassadeurs dans les quartiers qu'on appelle les cités labs. On a 78 et on va monter à 100 en 2021. Et puis, puisque les écoles, ça marche pour les patrons de PME, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour les créateurs. Donc on a créé des écoles qui s'appellent les accélérateurs. Et donc vous avez 395 entrepreneurs des quartiers qui sont rentrés dans nos écoles en 2020, contre l'année dernière 206. Voilà. Donc forte croissance de nos actions d'accompagnement à la création d'entreprises. Vous avez vu que les chiffres de création d'entreprises en France en 2020 ont explosé. Donc notre rôle à nous, c'est d'encourager ce changement presque anthropologique, hein, de la société française, en faisant comprendre aux créateurs d'entreprises qu'ils peuvent le faire, qu'on va les accompagner et qu'on va les financer. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement pour une année exceptionnelle. Je vais maintenant passer la parole à mes collaborateurs pour des commentaires additionnels, en commençant par Anne Guérin pour le financement. Merci Nicolas. Donc, je suis Anne Guérin et je m'occupe chez BPI France du réseau et du financement. Moi, je voudrais insister sur 3 points qui ont été majeurs cette année. Le premier des points, c'était comment répondre à l'urgence économique. Je voudrais insister sur la mobilisation du réseau, sur le comment on a fait pour répondre à cette urgence. Bon, la première chose, ça a été effectivement de mettre nos collaborateurs à l'abri, hein. Donc, on a réduit notre personnel à 5 personnes par site sur la moitié de nos sites. Et on a mis en place immédiatement un numéro vert, hein, qui a été mis en place le lundi et donc a explosé le mardi. Et donc, nous avons très vite mis en place une solution de dépôt en ligne du numéro de téléphone du dirigeant pour qu'on puisse le rappeler. On a ainsi rappelé 100 000 dirigeants d'entreprise
entre mars, je dirais essentiellement mars et début avril. Ça a été fait grâce effectivement aux équipes du réseau, mais aussi à des volontaires du siège, de tous les services de BPI France, DSI, compta, investissement. Tout le monde s'est mobilisé pour pouvoir rappeler les chefs d'entreprise et répondre à ce moment de sidération. Ensuite, nous avons mis en place des mesures, des financements ad hoc. Nicolas l'a dit sur le prêt à tout, donc je ne reviendrai pas dessus. Nous avons donc très vite mis en place un prêt à un moment où il n'y avait pas de réponse sur le marché pour soutenir la trésorerie des entreprises. Et puis très vite après, les régions, et je voudrais saluer la réactivité des régions de France, elles ont mis à disposition très rapidement des fonds pour que nous puissions développer les prêts rebonds qui ont donc succédé aux prêts à tout et permis donc de servir au total plus de 16 000 entreprises entre les prêts à tout, les prêts rebonds, les PGE BPI France qui se sont déclinés, comme Nicolas l'a dit, à la fois sur les entreprises classiques et puis évidemment sur nos entreprises innovantes qu'il fallait également soutenir. Tout ça a été possible grâce au fait qu'on était complètement digitalisé et que tous ces prêts, nous avons pu les réaliser depuis nos domiciles, que ce soit l'instruction du dossier, l'accord et même le décaissement avec la signature électronique pour l'ensemble de ces prêts. Et donc les dirigeants à distance on pouvait tous travailler à distance et mettre en place un prêt dans des délais beaucoup plus courts que d'habitude, Nicolas, puisque notre record c'est 2 jours. 2 jours entre la demande du client et le décaissement des prêts sur son compte bancaire. Voilà pour ce plan d'urgence. Ensuite, nous avons voulu effectivement avoir une action ciblée sur un secteur à la fois particulièrement meurtri sur cette période et qui continue à l'être, et puis sur un secteur qui fait partie de l'ADN de BPI France, puisque nous sommes issus du crédit hôtelier. Donc c'est une spécialité forte de BPI France depuis toujours, de financer le secteur du tourisme, que ce soit en fonds propres ou en dette, et puis maintenant de l'accompagner au travers des accélérateurs dédiés à ce sujet-là. Donc nous avons très vite mis en place des mesures spécifiques. Donc on a effectivement suspendu les échéances pour 12 mois sur nos entreprises du tourisme. On l'avait bien sûr fait et lancé dès le début pour tous les secteurs d'activité, mais nous l'avons prolongé pour le tourisme. Et puis nous avons mis très vite en place là aussi une offre dédiée en plus des prêts rebonds. On a quand même parmi nos prêts rebonds nos 8 000 prêts rebonds, nos 12 000 prêts rebonds, on a quand même 2 000 prêts rebonds qui sont allés au secteur du tourisme, mais nous avons mis en place une offre dédiée avec le concours de la Banque des Territoires, une capacité d'intervention massive, comme l'a dit Nicolas, sur les prêts tourisme, des prêts qui se veulent très longs pour que les entreprises puissent avoir une charge de remboursement la plus basse possible, donc des prêts qui sont sur 10 ans avec 2 ans de différé. Et nous y avons ajouté en fin d'année un produit qui est extrêmement innovant. Nous avons monté le fonds FAST, un fonds dédié à l'investissement dans le tourisme. Nous avons déjà un fonds d'investissement dans le tourisme, mais là nous avons monté un fonds d'action, je dirais, d'urgence pour le secteur du tourisme. Ce fonds d'investissement de 60 millions, il est investi par la Banque des Territoires et BPI France. Et une partie de ce fonds est constituée d'obligations convertibles qui vont jusqu'à 400 000 euros et qui sont distribuées, c'est ça l'innovation, par le réseau BPI France. Des petites obligations convertibles simples, dédiées aux petites et moyennes entreprises du tourisme pour les aider à consolider leur bilan dans cette période extrêmement difficile. Donc au total, en financement sur 2020, on a fait un saut, j'allais dire quantique, un saut majeur puisqu'on est passé de 400 millions de financement à 840 millions et on a augmenté de 517%. On est passé à 3300 entreprises accompagnées, ce qui est tout à fait massif dans le temps qui nous était imparti. Donc je dirais qu'en financement, ça a été vraiment un pas en avant extrêmement important et qui va se poursuivre en 2021 parce que, on le sait tous, les besoins sont toujours là. Enfin, on a posé les jalons en 2020 de notre Banque du climat. Ça a été le démarrage dans un contexte qui n'était pas celui qu'on avait prévu, mais on a quand même lancé notre Banque du climat en partenariat avec la Banque des Territoires, un plan à 40 milliards.
qui se décline en quelques actions concrètes sur 2020 que je vais commenter. Donc effectivement, comme l'a indiqué Nicolas Dufourcq, on a continué à financer la transition, enfin les énergies renouvelables, 1,7 milliard contre 1,8 milliard l'année dernière. Donc c'est resté tout à fait significatif dans nos financements. On est un des grands acteurs du financement des énergies renouvelables. L'énergie renouvelable, ça veut dire à la fois l'éolien, le solaire, mais aussi tout ce qui est biogaz, par exemple. Et à ce titre-là, nous avons lancé en 2020 des prêts méthanisation qui sont destinés à financer ces installations de biogaz. Une partie de ces prêts méthanisation pour les petites installations a été lancée avec le ministère de l'Agriculture et nous avons lancé en partenariat avec l'ADEME un prêt méthanisation injection en fin d'année qui va se déployer cette année. Nous avons dans la Banque du Climat un pied essentiel qui consiste à dire que nous souhaitons mettre en transition les entreprises. Et pour ça, nous actionnons un levier extrêmement important qui est l'accompagnement, qui vous sera détaillé par Guillaume Mortellier. Mais donc, il y a toujours à la base de notre travail sur ce sujet-là un diagnostic. Et donc, nous avons travaillé avec l'ADEME pour déployer et mettre en place le déploiement dans le réseau BPI France des diagnostics écoflux, qui sont des diagnostics qui ont été inventés par l'ADEME et que nous avons adaptés pour pouvoir les déployer massivement dans le réseau. Et donc, nous avons lancé ça en septembre et nous avons déjà 116 diagnostics qui ont été mis en œuvre dans des entreprises et nous avons pu constater qu'il y avait un réel appétit et un réel besoin d'accompagnement dans le domaine de la transition. Donc, un pied d'accompagnement qui se décline aussi en digital avec le climatomètre que nous avons lancé en juin et nous avons à peu près 700 entreprises qui ont fait leur autodiag sur le digital, un pied accompagnement et un pied financement. Nous avons monté un prêt vert avec l'ADEME et nous avons dans le cadre de la relance des moyens énormes sur un prêt vert général doté par l'État pour financer les investissements de cette transition. Parallèlement, nous pensons, comme toujours chez BPI France, que c'est l'émulation entre les dirigeants, le dialogue entre les dirigeants qui peut faire la différence sur cette transition, comme sur tous les sauts et les moments un peu difficiles à passer pour une entreprise, les changements de culture. Et donc, nous avons mis en place une communauté du coq vert. Cette communauté du coq vert, elle rassemble des dirigeants qui sont en transition et qui vont échanger entre eux pour essayer de trouver des solutions pratiques aux problèmes que pose la transition environnementale dans les entreprises. Nous avons maintenant un peu plus d'une centaine de membres dans cette communauté que nous avons lancée à partir de septembre et nous avons 50 éclaireurs que je salue ici qui sont des chefs d'entreprise qui acceptent de témoigner, de partager leur expérience pour emmener les autres et puis d'animer leur territoire et d'essayer de créer des clubs locaux pour emmener le plus de dirigeants possible dans cette transition en les aidant, en leur expliquant quelles sont les solutions concrètes. Cette communauté, elle vise aussi à mettre en valeur les solutions développées par les startups, puisque nous avons un volet Green Tech extrêmement important, évidemment, dans notre plan climat, puisque on sait tous que l'innovation va jouer un rôle fondamental dans la capacité qu'on va avoir à réconcilier l'économie et l'environnement. Et donc, cette communauté, c'est l'occasion aussi de mettre en valeur des solutions développées par des startups pour la transition environnementale. Voilà, j'en en dirai pas plus, simplement pour dire donc que cette Banque du Climat, elle a été lancée, elle va se déployer énormément en 2021, mais nous avons pu constater que dès 2020, les chefs d'entreprise sont extrêmement conscients des sujets et ont un vrai besoin d'accompagnement qu'on va donc intensifier en 2021. Et je passe maintenant la parole à Guillaume Mortellier pour l'accompagnement. Merci Anne. Bonjour à tous. Alors, je suis Guillaume Mortellier, donc directeur exécutif en charge de l'accompagnement. Et je vais vous expliquer en quoi cette année 2020 a été assez exceptionnelle pour nous. La première raison de ce caractère exceptionnel, c'est qu'on est un métier récent et on n'avait jamais vécu de crise. Et quand on est un métier où on fait du conseil, de la formation, des accélérateurs, centrés sur la croissance, notamment dans les accélérateurs où notre objectif c'est d'inscrire les entrepreneurs dans une trajectoire de croissance durable en se projetant à moyen long terme, qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup le sol s'effondre sous leurs pieds? Et ce qu'on a pu prouver en 2020, c'est qu'en complément de toute l'injection de cash qui avait pu se faire dans une logique d'urgence et dans le cadre du plan de relance, l'accompagnement et en particulier les accélérateurs étaient de formidables facteurs de résilience d'abord, puis de relance. Quand on va regarder un peu en détail, et c'est un peu le graphe que vous avez sous vos yeux,
on a commencé cette année, en fait, on a eu 3 grandes phases dans cette année. On a commencé l'année sur le premier trimestre où on était vraiment sur l'autoroute, lancée à 130, c'était la trajectoire qu'on avait en 2019, on en avait parlé l'an dernier, on était à 170% de croissance, lancé à fond, et tout d'un coup, en mars, tout s'arrête. On avait 500 missions de conseil le 16 mars, nos consultants ne peuvent plus aller chez les dirigeants. On avait tous les jours des sessions à 30, 50 entrepreneurs, on ne peut plus réunir les entrepreneurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre notre téléphone, d'abord, et on va réaliser 1500 appels, des appels d'accompagnement intensifs, 2 heures, où on va vérifier 3 choses. 1, le moral du dirigeant, comment il a sécurisé ses employés, comment va à peu près son entreprise. 2, est-ce qu'il a sécurisé son cash ? Et on passait quasiment en seconde vague, après les centaines de milliers quasiment d'appels du réseau, pour aller voir s'ils avaient sécurisé leur trésorerie, on repasse une couche. Est-ce que vous avez pris le PGE ou pas ? Est-ce que vous avez à vue suffisamment pour affronter la tempête qui s'annonce ? Et 3e chose, on les remet en mouvement. On relance les plans d'investissement et on leur dit comment est-ce que vous pouvez préparer au mieux le rebond. Et en parallèle, toutes nos activités, en fait, on a basculé largement sur le digital. Les formations, bien sûr, on a fait des webinaires. On a eu sur le 2e trimestre 2020 10 fois plus d'heures de formation que ce qu'on a pu avoir sur le 2e trimestre 2019. Les missions de conseil, de la même manière, on a acheté des caméras GoPro pour que les dirigeants puissent faire des visites d'usine avec le consultant à distance. Et avec l'État, on a structuré un gros plan avec des missions de conseil de rebond pour aller, dès qu'on a pu, c'était en juin, remettre en route les dirigeants sur de la sécurisation de la reprise à court terme et puis une réflexion sur le business model à moyen terme. Et enfin, on a une 3e phase, ça c'est à partir de juillet, où les accélérateurs qui étaient en cours en mars, on les a relancés. On a rassemblé à nouveau les patrons qui avaient un énorme besoin, une énorme envie de se retrouver. Et puis on a relancé à partir de septembre de nouveaux accélérateurs très centrés sur le rebond et la relance. Donc vous voyez une phase de résilience 2e trimestre, une phase de relance accélérée sur le 2e semestre. Et les conséquences de ça, c'est qu'en pratique, en fait, ce qu'on a pu constater, c'est 2 choses. 1, les projets structurants qui étaient initiés avant la crise, mais on a réussi à les maintenir. On a comme exemple sur la planche que vous pouvez voir, l'exemple de Saint-Jean Industrie et de Série. Saint-Jean Industrie, une très belle ETI installée à Belleville, c'est dans le Beaujolais, qui fait des pièces pour l'industrie automobile, implantée en Europe et aussi aux États-Unis. Série, fabricant PME de machines en Normandie. Eh bien, ces 2 accélérés qui se sont rencontrés dans le cadre de l'accélérateur automobile que l'on a lancé en 2019 avec la plateforme automobile, ont initié un projet pour que Série, qui n'était pas présent aux États-Unis, aille fournir une machine qui est à peu près grand comme cette pièce, pour Saint-Jean Industrie dans son usine américaine. Et ce faisant, développer l'activité de Saint-Jean Industrie et implanter Série localement. Eh bien, ce projet, malgré la crise, malgré l'incapacité de voyager entre les États-Unis et la France, ils ont été capables de le lancer au 4e trimestre avec à peine quelques semaines de retard. Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont été entourés, accompagnés de patrons qui est au sein de l'accélérateur qui leur ont donné envie de continuer. Et puis, on a pu leur apporter toute l'expertise nécessaire. Et en parallèle, bien sûr, il y a eu un effort massif et admirable de leurs collaborateurs pour mettre en place, bien sûr, des visioconf pour continuer à dialoguer des 2 côtés de l'Atlantique et aussi pour mettre en place notamment des dispositifs de réalité virtuelle pour que les opérateurs américains puissent tester la machine normande depuis les États-Unis. Donc, continuation des projets, ça pour nous c'était fondamental, continuation des projets transformants. 2e facteur fondamental des accélérateurs, c'est qu'on a accompagné le pivot de certaines entreprises. Là, on va dans l'exemple que l'on a sélectionné, mais on en a des centaines d'autres, c'est un fromager restaurateur qui est implanté à Paris, qui a quelques implantations, qui s'appelle Montbleu. Et bien sûr, comme tous les restaurateurs, il s'est pris un choc massif sur le premier confinement. Dès le début, le patron s'est dit « il faut que je trouve une voie pour sauver mon 2e semestre ». Et le digital est bien sûr apparu essentiel. Alors ce que l'on a fait avec lui, c'est qu'on a structuré une nouvelle gamme produit centrée sur la raclette. Et oui, c'était une bonne intuition d'ailleurs, parce que la raclette a très bien marché sur le 4e trimestre 2020. On a simplifié le produit, parce que pour vendre en digital, il faut simplifier. On a mis en place un mode de livraison spécifique, et puis on a fait du marketing énorme. Il avait 6000 abonnés Instagram avant la crise, qu'il n'exploitait pas, mais on les a utilisés à fond. Et grâce à la raclette, il a sauvé en fait son année 2020. Et ce type d'exemple, vous voyez, de pivot, ça s'est fait parce qu'il était entouré par des experts et qu'il avait aussi cette dynamique de promotion. Il avait d'autres restaurateurs qui vivaient la même chose et qui l'incitaient à avancer. Et donc ces accélérateurs qui se sont révélés des formidables instruments aussi de rebond, eh bien, on va progressivement, sur le premier semestre 2021, les réorienter vers des logiques de croissance durable, comme c'était le cas quand on était sur l'autoroute. On va se remettre sur l'autoroute à 130 à l'heure, et c'est ce qu'on commence à voir sur ce début d'année, avec des gros enjeux, l'enjeu climat dont a parlé Anne, et puis bien sûr les enjeux de transformation digitale. Voilà, du côté de l'accompagnement, et maintenant innovation, avec Paul-François Fournier.
Bonjour à tous. J'ai 3 messages ce matin pour vous. Le premier, c'est sur la Deep Tech. Vous savez qu'il y a 18 mois, 2 ans, nous avons lancé un plan Deep Tech avec l'ambition de transformer et d'accélérer le transfert de technologies par la création de start-up. Eh bien, en 2020, malgré la crise, nous avons, j'allais dire, accéléré sur ce plan Deep Tech, qui est un plan qui a un horizon de temps de 4 à 5 ans, pour, j'ai envie de dire, transformer et faire en sorte que le nombre de startups Deep Tech décuple. On veut passer de 200 startups à peu près chaque année qui sortent des universités à plus de 500, c'est ce qui est inscrit dans la loi de programmation de la recherche. Vous avez donc devant vous les quelques chiffres qui montrent que, encore une fois, malgré la crise, le travail de fond est en cours, à la fois sur le financement des startups sortant de ces universités. On est passé en 2020 de à peu près 270 startups en 2019 à 280 startups financées sortant des universités. Et surtout sur le capital risque, qui est un des enjeux très importants pour permettre à ces startups de grandir. Vous voyez qu'en 2019 et 2020, nous en sommes à peu près à 800 millions d'euros investis, soit en direct, soit en fonds de fonds. Notre plan que nous avons lancé début 2019, il avait comme ambition d'avoir 1,3 milliard investi dans la Deep Tech à l'horizon de 2024. Nous ferons beaucoup plus que ça, et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'ensemble de l'écosystème nous suit, les universités avec qui nous avons fait 11 000 présents dans nos Deep Tech Tours, les fonds d'investissement, les banques, pour faire de la France un des leaders du transfert de technologie. Deuxième message, c'est que la crise a montré la résilience de la French Tech. Vous savez qu'un écosystème, on en parle souvent, un écosystème, c'est des gens qui travaillent ensemble avec une ambition commune. Je crois que 2020 a montré que la French Tech, c'était des investisseurs, des entrepreneurs, des banquiers, l'État, qui ont réussi à bâtir ensemble une vraie stratégie pour passer cette crise, qui s'est vue dans les chiffres, à la fois en termes de capital risque, puisque la France fait cette année 5,4 milliards d'euros de capital risque, en croissance de 7%. C'est donc maintenant, nous sommes le leader en Europe du capital risque, et je ne compte pas évidemment les 3 milliards de financement et ceux des banques qui ont été intégrés. Donc il y a une vraie puissance de feu et une vraie dynamique qui a résisté à la crise au sein du capital risque. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est qu'à l'intérieur de ces 5,4 milliards, on a vu une explosion du nombre de levées importantes, puisque les levées de plus de 50 millions d'euros ont doublé en 2020, encore une fois malgré la crise, avec des entreprises qui deviennent maintenant des vrais ETI. Vous savez qu'on dit, et on a encore du chemin, mais on dit que la France n'a pas encore assez de fonds qui sont capables de faire, j'allais dire, des gros tours. Nous sommes sur le chemin de réussir cette transformation et donc de créer des grosses entreprises. ManoMano, par exemple, ce matin annonce ses résultats, plus de 100% de croissance en 2020, 1,2 milliard achetés sur ManoMano et 40% qui est fait hors de France, en Europe, une vraie plateforme européenne sur le e-commerce, un des 1000 exemples de très belles entreprises que nous sommes en train de créer. Troisième message, c'est que le plan de relance est en chemin, est en route, il est même à plein régime. Vous voyez sur les différents appels à projets, Nicolas l'a dit qu'en 2020, nous avons décidé et décaissé 420 millions d'euros. À l'horizon de la fin du mois de janvier, nous sommes déjà à 650 millions d'euros. Et on voit déjà des projets qui vont transformer l'industrie dans les années à venir. Vous avez Nidaplast, qui est un très bel exemple de transformation et de relocalisation d'industrie. Vous avez GIT à Toulouse, qui va lui aussi complètement transformer dans une logique d'ailleurs green son outil de production. Et puis vous avez là encore une très belle entreprise de tech qui devient une ETI, une industrie à la frontière entre la French Tech et la French Fab. C'est Aledia qui, à Grenoble, construit une usine pour faire des LED de nouvelle génération sur semi-conducteurs. On voit bien qu'on est en train de passer de la start-up à l'industrie dans ce lien où les deux flux de l'industrie et des start-up sont en train de converger, accélérés en particulier par ce plan de relance. Voilà, donc une très belle année 2020 qui montre la dynamique et qui nous laisse très confiants sur la tech en particulier, sur ce chemin de reconstruire une industrie basée en particulier sur cette nouvelle filière des technologies.
Voilà, je vais laisser la parole à Benjamin Paterno, notre patron du fonds de fonds. Merci beaucoup, Paul. Alors, je vais faire un zoom sur un sujet qui nous a beaucoup occupé en 2020, qui est celui du fonds retail, BPI France Entreprise 1, qui est un nouveau métier pour BPI France. Avant de revenir sur ce sujet, je voudrais juste donner un chiffre sur le fonds de fonds aujourd'hui, pour rebondir sur les propos de Nicolas tout à l'heure. Plus de 20 milliards d'euros, c'est en fait la poudre sèche, c'est-à-dire l'argent qui est disponible dans nos fonds partenaires pour faire de nouveaux investissements. Plus de 20 milliards d'euros, c'est un montant qui est sans précédent, encore une fois, puisque la dernière fois qu'on avait publié ce chiffre, il était à peine au-dessus de 10 milliards d'euros. À l'intérieur de ces 20 milliards d'euros, vous en avez 10 qui sont dédiés à des PME et 10 à l'innovation. Et à l'intérieur de l'innovation, il y a à peu près 4 milliards d'euros de dry powder qui sont directement dans des fonds dédiés à la santé, biotech, medtech essentiellement. Donc on voit bien que les fonds partenaires aujourd'hui sont largement équipés pour contribuer aux besoins en fonds propres des entreprises, quel que soit leur stade de maturité. Voilà, je voulais revenir sur ce chiffre-là parce qu'il est assez fondamental pour le fonds de fonds. Avant de vous parler de BPI France Entreprise 1, qui est un projet original sur lequel on a beaucoup travaillé en 2020, en fait, ce projet, il est assez simple. Pour nous, il s'agissait de créer un canal supplémentaire entre les particuliers, les startups, les PME et les ETI, étant entendu que le capital investissement, c'est-à-dire le non coté, est encore aujourd'hui essentiellement réservé à des institutionnels professionnels. Et finalement, c'est une anomalie puisque cette classe d'actifs a démontré la résilience de sa performance depuis des décennies. Donc, ce qu'on a voulu, nous, c'est travailler sur un produit un petit peu innovant, inédit par rapport à ce qui existe déjà. Ça n'avait pas d'intérêt pour nous de réfléchir à quelque chose de redondant par rapport à ce que d'autres acteurs pouvaient présenter. Et on a voulu innover sur 2 plans très simples. La première chose, c'est que l'actif de ce fonds, il est intégralement constitué dès le départ. Ça confère au fonds une maturité beaucoup plus courte que ce qu'on a d'habitude dans un fonds de capital investissement. On est donc sur une maturité de 6 à 7 ans maximum, alors qu'on est plutôt sur 10 à 12 ans dans un fonds de capital investissement classique. Donc ça, c'est le premier élément différenciant majeur de ce produit. Le deuxième, c'est la diversification. Dans un fonds classique, vous avez 15 à 30 entreprises. S'agissant de BPI France Entreprise 1, vous avez 1500 entreprises, donc on a une diversification qui est 50 à 100 fois supérieure à ce qu'on peut trouver dans un fonds de capital investissement classique. Ça veut dire que le niveau de risque est abaissé. Ça reste un investissement, donc rien n'est garanti, ni la performance, ni le capital, mais le niveau de risque en termes de profil de ce portefeuille est inférieur de par sa diversification. Alors, quelle est la méthode qu'on a utilisée pour constituer ce fonds ? En fait, c'est très simple. On a tranché une partie de notre portefeuille que nous avions sélectionné entre 2005 et 2016, qu'on a apporté à ce fonds retail. Donc, on n'a fait aucun choix particulier, pas de cherry picking. On a tranché 5% de ce qu'on détient sur son fonds propre. On l'a apporté au fond. Le deuxième élément important, c'est celui de la valorisation. Pour qu'on ait une valorisation totalement objective, on a organisé en parallèle de cette opération retail une opération de cession secondaire qui a consisté à céder 5% du même portefeuille à 2 acquéreurs secondaires. Cette opération de cession s'est faite à l'issue d'un processus qui était intermédiaire, totalement ouvert, compétitif. On a contacté beaucoup d'acquéreurs potentiels et il y a 2 finalistes qui sont des professionnels du secondaire qui ont acheté ce portefeuille miroir du fonds retail qui nous permet d'avoir une valorisation totalement objective. Donc voilà la méthode. Le produit a été lancé le 1er octobre dernier. Quelles sont les conditions pour y accéder ? C'est très simple, il y en a 3. C'est d'abord d'être une personne physique résidente fiscale française. La deuxième, c'est d'investir au moins 5 000 euros. Et puis la troisième, c'est d'accepter de bloquer son investissement pendant 6 à 7 ans. À partir de là, on peut y accéder au travers d'à peu près tous les canaux aujourd'hui possibles et imaginables. D'abord, il y a une plateforme digitale qui existe. Je crois que vous voyez l'adresse sur l'une des slides. Et puis, par ailleurs, le produit est disponible aujourd'hui au travers d'un certain nombre de réseaux bancaires et d'assureurs. On peut citer Société Générale Sogecap, BNP Paribas, Banque Privée Cardiff, AXA, Generali, Crédit du Nord. Donc aujourd'hui, le produit est disponible au travers de ces différents réseaux. Le fonds fait une centaine de millions d'euros et il y en a à peu près la moitié aujourd'hui qui ont été souscrits. Donc il y a encore de la place. Je reviens une seconde sur le sous-jacent de ce fonds, puisque l'actif est déjà constitué, comme je le disais au départ.
La diversification vient évidemment du nombre d'entreprises sous-jacentes, 1500, qui sont investies au travers de 145 fonds partenaires. La diversification, elle vient aussi du fait que tous les secteurs sont représentés. Donc on a de l'industrie, des services, de la santé, de la transition énergétique. On a à peu près tous les secteurs, encore une fois, qui sont représentés. C'est de la vraie start-up, de la vraie PME, puisque l'effectif moyen des 1500 entreprises est inférieur à 200 salariés. Donc c'est finalement ce qu'il y a de plus difficilement accessible pour des particuliers. Et donc grâce à ce produit, on peut arriver à accéder à ce type d'entreprise. Il y a 80% d'entreprises françaises dans le portefeuille, les 20% restants étant des entreprises européennes, américaines et chinoises pour certaines d'entre elles. Mais c'est un produit évidemment avec un tropisme français très très fort, puisque c'est 80% des entreprises. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce produit. La performance qu'on vise, l'AMF nous a autorisé à mentionner une performance visée qui, encore une fois, n'est pas garantie, donc je le répète, c'est 5 à 7%. Voilà, et donc la souscription peut se faire de façon assez aisée par tous les moyens que j'ai mentionnés. Merci beaucoup, et je crois que je repasse la parole à Nicolas. Donc je vais faire une petite conclusion pour vous dire que les objectifs 2021, évidemment, de BPI France sont ambitieux. Nous souhaitons évidemment continuer de déployer beaucoup de crédits. On a fait 10 milliards d'euros en 2020, on fera au moins 9 milliards d'euros en 2021. Alors, pourquoi est-ce qu'on est en baisse ? Parce que on pense quand même que le rebond post-Covid va être extrêmement puissant, et nous n'avons pas le prêt à tout cette année. Mais bon, les entrepreneurs qui sont extrêmement résilients, comme le montrent nos études, sont à la manœuvre pour investir. Nous allons déployer beaucoup de capital en fonds propres et pas seulement dans l'acte d'argent. Typiquement, par exemple, dans le capital risque en direct avec nos équipes, nous allons déployer un demi-milliard. En fonds de fonds, nous allons déployer à nouveau 1 milliard d'euros cette année. Dans le capital développement PME, y compris toute la boîte à outils dont j'ai parlé, d'obligations convertibles, en comptant d'ailleurs les obligations participatives du plan prêt participatif, nous allons également beaucoup déployer. En accompagnement, on va faire entrer 700 entreprises dans nos accélérateurs. On va faire 2500 missions de conseil, donc on va être extrêmement proche de nos clients. En création, on va faire 50 000 prêts d'honneur. En export, on va faire pas loin de 500 millions d'euros de crédit export. Et puis on va repartir à fond à l'attaque au second semestre en présence physique à l'étranger. Nos événements, nous allons les faire cette année, le Big Tour, le Big. Donc c'est une grosse année qui s'annonce, avec un fil rouge qui est le climat. Voilà. Donc le grand fil rouge de l'année 2021, et pour longtemps maintenant, puisqu'on sait qu'on a 10 ans devant nous pour avoir une chance de réaliser les objectifs des accords de Paris, et pas plus de 10 ans, c'est-à-dire 3500 jours. Vous allez nous entendre parler de climat de plus en plus, constamment en fait. Donc on a le plan climat qu'on a annoncé en septembre, 20 milliards d'euros sur 5 ans, repris lui-même dans le plan de relance avec des gros objectifs 2021. Le prêt vert, on doit en faire 1 milliard d'euros. Les investissements dans les fonds propres des entreprises de la transition énergétique, plusieurs centaines de millions d'euros. Le financement d'infrastructures de transition énergétique, 1,5 milliard d'euros en 2021. Le conseil en transition énergétique, puisque notre rôle à nous, BPI France, c'est de faire le porte-à-porte de masse des entrepreneurs pour les convaincre qu'ils doivent s'y mettre dans leur intérêt et pas seulement à l'intérêt de la planète. Parce que s'ils ne le font pas, ils sont condamnés à mort. Et donc, nous allons faire ce porte-à-porte de masse avec nos équipes de consultants, etc., etc. Donc la grande ligne rouge de BPI France 2021, retenez bien, c'est la Banque du Climat. On vous retrouvera pour le jour E, comme environnement, le 4 avril, où nous rassemblerons un premier ensemble de centaines d'entrepreneurs qui sont vraiment conscientisés et que nous appelons les éclaireurs. Voilà, merci à vous, à bientôt.